avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir un ancien sportif de haut niveau, un rugbyman pour être plus précis, quelqu'un qui a évolué dans les plus grands clubs, au plus haut niveau du rugby. Peut-être que vous le connaissez, sûrement même, il s'appelle Clément Marienval. Quand je lui ai demandé de se présenter, il n'a même pas évoqué sa carrière sportive. Il m'a dit qu'il avait 36 ans, qu'il était le mari de Clémentine Sarlat, qu'il était papa de 2 petites filles, et qu'il en avait une 3e à venir dans 2 mois. Et donc nous avons échangé sur plusieurs sujets comme ce qu'il a ressenti en devenant père, les interrogations que cela a soulevées, ou pas, sur lui, sur sa masculinité ou ses comportements, comment s'organise la vie dans son foyer, comment ça se passe la paternité, quand sa femme est engagée sur les sujets de parentalité et contre le sexisme, notamment au travers d'un podcast très connu qui s'appelle La Matrescence, comment ces prises de conscience influencent son évolution et ses comportements au quotidien. Clément a répondu avec une grande sincérité et une grande simplicité à toutes ces questions. Même des fois quand je suis un peu à l'élasticoté, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Merci encore Clément pour ta confiance et pour m'avoir confié tes mots. On va tout de suite commencer avec la première question que je lui ai posée. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es devenu père pour la première fois ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Les souvenirs que j'en ai, donc qui datent d'un peu plus de 4 ans maintenant, c'était beaucoup d'émotions. On va juste en parler, ça me donne des frissons. Je me souviens quand Ella, notre première fille, est née, j'ai pleuré, sachant que je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions, qui les exprime ou qui les montre physiquement. Donc là, j'ai eu l'émotion vraiment qui m'a pris de court, et donc j'étais hyper impatient, hyper content. Un mélange de sentiments très forts parce que j'avais vu Clémentine qui était un peu dans le dur sur ce moment-là et qui ne vivait pas de la même manière que moi. Mais moi j'étais hyper heureux, tout à fait. Donc très heureux, donc t'as pleuré, donc ça n'arrive pas tous les 4 matins si j'ai bien compris. Non, tout à fait, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais c'était hyper émouvant et hyper fort pour moi. Et ça te fait quoi de pleurer pour le coup ? Comment tu t'es senti après ? Je me suis senti hyper content, hyper rassuré de voir que notre fille était arrivée, de voir qu'elle était en bonne santé, même si c'est pas forcément des questions que je me posais auparavant, mais de se dire c'était un moment qui était fort pour moi parce que je me suis toujours imaginé devenir papa un jour, même quand j'étais plus jeune. Donc c'est quelque chose qu'on idéalise un petit peu, et quand ça arrive que c'est concret, là c'est vraiment il y a tout qui est sorti, et c'est vrai que on en parle souvent avec Clémentine, mais le fait pour moi d'avoir pleuré, c'est quand même quelque chose qui est hyper fort de mon côté, quoi. Bah ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est une espèce de choses qu'on peut pas stopper pour le coup, parce que j'imagine que si tu pleurais pas d'habitude, c'est que t'arrivais à stopper les moments où tu peux avoir des émotions un peu intenses. Ouais, complètement. Me connaissant, je sais qu'il y a des moments où des émotions, j'en ressens comme tout le monde évidemment, mais je suis capable de les masquer, de les bloquer ou de montrer quelque chose de différent. Mais là, il n'y avait pas du tout de sujet par rapport à ça, et je me suis juste laissé aller, content de voir que notre enfant était là, et impatient de découvrir ce qui allait se passer pour nous dans notre nouvelle vie à 3, du coup, et parce que même si on y réfléchit, qu'on se projette un peu, on ne sait pas vraiment dans quoi on s'engage, et c'était un peu l'inconnu, mais pour revenir à ce moment précis, au moment où je suis devenu père, c'était hyper fort émotionnellement parlant. C'est très beau. Et est-ce que tu as connu aussi ce sentiment de soulagement, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, alors que moi j'ai connu, et qu'à chaque fois que j'interviewe un père, on arrive à en parler, c'est le fait de se dire aussi, ok, ma femme va bien, la maman va bien, le bébé va bien, ça y est, c'est bon, je peux... C'était une grande crainte au moment de l'accouchement. Ouais, alors je dirais pas que j'ai ressenti comme un soulagement, mais j'ai vraiment vécu la situation parce que durant de nombreuses heures, j'ai vu Clémentine quand même en souffrance. À partir du moment où on est arrivé à la maternité, donc la veille au soir, elle a couché le lendemain matin. Donc j'ai vu vraiment les étapes où elle a souffert. Et surtout, j'ai le souvenir d'être installé à côté d'elle au moment où, sur la phase de poussée, où il restait 15-20 minutes. Et je voyais un peu sur le monito le cœur de la petite qui s'excitait un petit peu. Et je me disais, là je trouve que c'est peut-être un peu long et ça me stressait un petit peu. Et c'est vrai que j'avais un moment où je n'étais pas hyper serein.
en voyant donc Clémentine souffrir, la petite qui sortait pas forcément, et donc je me suis imaginé beaucoup de choses qui pouvaient peut-être se passer, mais qui sont pas passées au final. Donc heureusement, on a eu une personne qui nous a hyper bien accompagnés par rapport à ça. Mais je dirais pas que c'est un soulagement une fois qu'elle est arrivée, mais ouais, j'étais content de me dire bon, c'est bon, ok, tout va bien. Voilà. Même si voilà, je me rendais compte que Clémentine n'était pas dans le même état euphorique que moi, mais ce qui est normal. Voilà, c'est vrai que voilà pourquoi je dis que je suis passé par beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et tu dis que tu es devenu père au moment de la naissance, donc pour le coup, c'est là où tu t'es senti père, quoi. Ouais, ça c'est une vraie discussion aussi qu'on a eu avec Clémentine pendant des mois avant et après l'accouchement. C'est que moi j'ai eu beaucoup de mal à me projeter sur la grossesse. Déjà quand elle a appris qu'elle était enceinte, donc elle avait fait le test, on était ensemble, positif, donc elle hyper excitée de suite. Et moi, content, mais sans plus, parce que j'avais du mal à réaliser, à me projeter, à me rendre vraiment compte de ce qui allait se passer. La première fois où j'ai vraiment pris le pas de me dire ok, c'est concret, ça va avancer, c'est quand on a fait la deuxième écho, si je dis pas de bêtises, et qu'on a su que c'était une fille. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, là je prends vraiment plus conscience de ce que c'est, de ce que je vais devenir aussi. Mais vraiment, ouais, à partir du moment où elle est arrivée, pour moi, c'est là que ça a pris tout son sens. Ok. Et donc tu deviens père. Et d'après toi, c'est quoi le rôle du père ? Comment tu vois ça ? C'est pas simple de répondre franchement à cette question parce que moi personnellement, j'ai pas vraiment réfléchi à ça auparavant. Je me suis toujours un peu imaginé comment moi j'aimerais être en tant que père avec mes enfants. Mais voilà, je pense que le rôle selon moi que j'imaginais dans le passé avant d'être père et aujourd'hui que je vois toujours, c'est vraiment d'être présent pour ses enfants, pour les sécuriser, leur apporter tout ce dont ils ont besoin en termes de soins, de sécurité, d'amour. Et voilà, après, il y a ce qui est dans mon idéal d'homme et ce que je fais aussi concrètement, ce qui n'est pas toujours très simple à mettre en application tous les jours. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la famille, c'est quelque chose qui est hyper important. Mes enfants en font partie évidemment, et donc vraiment c'est essayer d'être présent pour eux en tout cas. Et dans ton rôle de père, est-ce que tu disais que c'était important d'assurer, de pouvoir aux besoins matériels de sa famille ? Est-ce que pour toi ça faisait partie de ton rôle ? Ouais. De manière fondamentale ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps, de pouvoir assurer une certaine sécurité à mon entourage, en tout cas, mais dans mon entourage, pour moi, ça, évidemment, c'est ma famille, mais aussi mes amis proches que je considère comme ma famille. Donc ça a toujours été quelque chose qui a été très présent en moi, de pouvoir assurer ça en cas de problème, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'était mon rôle aussi d'être là. Donc à tort ou à raison, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez ancré en moi et qui m'importe beaucoup. Et la figure d'autorité du père, c'est quelque chose qui t'a parlé ? C'est quelque chose que tu as dû retravailler ? C'est quelque chose que tu imaginais comment ? Pour moi, je vois pas le rôle du papa en tant que personne un peu autoritaire ou dure, en tout cas ou plus dure que la maman. J'ai pas été élevé de cette manière-là, donc je me suis jamais projeté de cette manière-là. Après, bon, c'est pareil, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec Clémentine, qui m'ouvre beaucoup les yeux sur beaucoup de sujets d'ailleurs, et notamment sur celui-là. Mais non, pour moi, c'est juste d'avoir un équilibre papa-maman par rapport aux enfants, de trouver chacun sa place, mais je trouve pas qu'il y ait une figure autoritaire à avoir. Et t'es devenu père, le rôle du père, mais le rôle du père de fille en fait. Qu'est-ce que ça t'a... Parce que tu ne vas avoir que des filles, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, comment tu vis ça pour toi, c'est quoi le rôle pour le coup que tu as joué vis-à-vis de tes filles ? Là, par contre, il y a un rôle vraiment hyper important. Alors, sachant que moi, j'ai baigné depuis tout jeune dans un milieu quasiment masculin. Donc, c'est vrai que pas vraiment de rapport ou de réflexion sur ce que ça peut être d'avoir une petite fille en tant que papa. Donc là encore, c'est des discussions que j'ai régulièrement avec Clémentine. Ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, je suis hyper content d'avoir que des filles. C'est pas du tout un problème pour moi. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que souvent, on me dit ah bah du coup, vous allez tenter le 4e pour avoir un garçon. Donc moi aujourd'hui je suis... Bon ce sera non, mais enfin on verra, on sait jamais, mais je suis pas du tout dans cette optique de me dire je veux à tout prix un garçon. Moi je suis très content d'avoir des filles. Après ouais, sur mon rôle par rapport à elles, j'évolue énormément à travers les discussions qu'on peut avoir avec Clémentine encore une fois, parce que elle m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses.
peut-être parce que j'ai pas des fois les yeux en face des trous et que je me rends pas compte de ce qui peut se passer. Je pense qu'elle m'aiguille aussi beaucoup par rapport à moi, comment je suis, comment j'ai été, et les indicateurs que je dois montrer aux enfants un peu pour les faire grandir dans le meilleur des mondes possible pour elles et leur ouvrir un peu toutes les portes, de se rendre compte que tout est possible. Mais ouais, c'est un vrai travail en tout cas au quotidien, sur lequel j'ai déjà beaucoup évolué depuis qu'on a eu notre première fille il y a 4 ans. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais je me rends compte que moi en tant que homme, que papa, j'ai un très gros rôle à avoir vis-à-vis d'elles pour leur construction et leur évolution. Comment tu vois l'avenir avec tes filles quand elles vont grandir, quand elles vont rencontrer des garçons? Comment tu comptes leur parler de ça? Parce que bon, on va pas se mentir, toi, moi, on est des mecs, hein. On a grandi, on sait ce que ça peut penser, ce que ça peut vouloir faire, les mecs. Comment tu penses les prévenir de ça? Est-ce que tu penses qu'il faut les préparer à un éventuel danger vis-à-vis des hommes? Personnellement, encore une fois, je me projette pas du tout là-dessus, parce que je sais pas si parce qu'elles sont encore très jeunes et qu'il y a encore le temps, ou parce que je me cache un peu, je me bouche un peu les yeux pour ne pas voir ce problème-là arriver. D'autant plus que, dans mon expérience personnelle, oui, en effet, j'étais un garçon dans un milieu sportif en plus, donc où il y avait pas mal de rapports potentiels, des relations avec des filles assez faciles, on va dire. Moi, j'ai envie de vraiment évoluer par rapport à ça. Sur ce que tu me dis, en tout cas, je pense que le gros point, plutôt que de prévenir les filles, de les protéger un petit peu, alors évidemment, il y a ce rôle-là, mais je pense que c'est surtout l'éducation qu'on peut avoir sur les garçons qui va faire changer les choses, notamment les plus jeunes garçons. Et je pense que d'essayer, pas plus tard que quand elles sont à l'école, en bas âge, de prévenir et de faire remarquer en tout cas aux jeunes garçons et peut-être aux parents aussi de ces garçons-là qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire, et que ça commence par là. Et moi, vis-à-vis de mon rôle de papa, voilà, c'est des choses dont je me rendais pas forcément compte, notamment avec Ella, qui était notre première fille. Quand elle était petite, ou même encore aujourd'hui, et que Clémentine me fait remarquer, parce que je me rends pas vraiment à l'évidence par moment, mais quand je lui fais un câlin et que j'ai envie de jouer avec elle, je lui fais des guilis, qu'elle rigole et qu'elle me dit stop, et que moi je continue, ça commence là, de se dire non, elle t'a dit stop, donc si toi, son papa, t'arrêtes pas à ce moment-là, comment elle peut comprendre que quelqu'un d'autre doit arrêter quand elle dit stop? Et c'est vrai que sur le moment, moi je me rends pas compte, mais rapidement je me dis ouais, mais t'as complètement raison. Donc j'essaie de faire hyper attention à ça. À chaque fois que je peux jouer avec elle, même si c'est dans un bon sens et un bon rôle, de l'écouter et de respecter ce qu'elle me dit. Bon, le problème c'est que après, quand elle me dit non, stop, c'est stop, ou c'est pas stop quand je regarde un dessin animé, c'est plus compliqué. mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je pense, d'être à l'écoute de ces filles et de montrer que voilà, ce qu'elles disent, c'est important et ça a du poids. D'accord. Surtout quand elles parlent de leur corps, quoi. Surtout quand elles parlent de leur corps. Et je te remercie de parler des guilis, parce que moi, c'est un jeu. Nous, avec Sarah, maintenant, donc ma fille, les guilis, on appelait ça le jeu du consentement, si tu veux, parce que je lui fais des guilis, elle me dit stop, et puis après, elle me dit encore, et puis elle me redit stop, et en fait, on continue comme ça, et je pense que c'est en effet un excellent marqueur. Et toi, ta grande va à l'école. Et c'est vrai que, est-ce que vous avez déjà été confronté, par exemple, si tu veux, à des choses un petit peu aussi qui sont très stéréotypées dans l'hétéronormativité, c'est-à-dire est-ce que t'es un amoureux, est-ce que c'est des questions qu'on lui pose ou pas? Sincèrement, par rapport à notre grande, j'ai pas souvenir qu'une personne dans notre entourage, amis ou famille confondus, lui ait posé la question. Nous, en tout cas, on lui a jamais posé la question. Je pense pas. J'imagine que oui, à l'école, en tout cas, même entre eux, ça commence à se démarquer un petit peu garçon-fille, et qu'il peut y avoir des choses qui vont tendre vers ça. Mais de notre côté, non, j'ai pas l'impression qu'on ait commencé à lui parler de ça. Ok. Parce qu'on peut se demander si elle est une amoureuse. Oui, exactement, tout à fait. Après, ça, c'est des vraies remarques, parce que on se rend compte que malgré son jeune âge, à 4 ans, elle commence déjà à avoir un peu des stéréotypes en disant c'est le papa qui travaille et c'est la maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et souvent, elle fait des remarques comme ça, même si nous, on l'a pas du tout élevé
construite dans cette voie-là. Mais voilà, c'est des choses qu'on a dû lui faire comprendre quelque part. Et donc on essaie de casser aussi, de lui expliquer, bah non, la maman aussi elle peut travailler, le papa il est à la maison, sachant que nous c'est ce qu'on fait aussi avec nos enfants, même si moi je suis plus souvent en déplacement que Clémentine, donc un peu moins présent à la maison. Mais on essaie quand même de se répartir ce rôle-là, de dire que bah, un papa, une maman, pardon, c'est pareil, et il n'y a pas plus un qui travaille et l'autre qui est là pour les enfants ou l'inverse. On va y revenir juste après, je pense. Avant, je voulais te demander comment ce nouveau statut de père, parce que Clément Marienval, sportif de haut niveau, enfin ancien sportif de haut niveau, dans le milieu du rugby, donc il y a du bonhomme, quoi, hein, comme on dit chez nous. Comment est-ce que le fait de devenir père, encore plus de père de fille, a pu faire évoluer ta masculinité à toi? Comment est-ce que tu as évolué sur ce sujet-là? Franchement, je sais pas trop comment répondre à cette question. C'est vrai que dans le milieu dans lequel j'ai évolué, encore une fois, exclusivement masculin, où les filles, où les mecs parlent pas forcément très bien des filles, je pense que j'ai toujours eu, alors je vais pas tous nous mettre dans le même bateau, mais un regard un peu différent par rapport à ce rapport homme-femme, de dire il y a un respect quand même à avoir. Donc je pense que j'avais déjà ça un petit peu en moi, mais oui, c'est vrai que le fait de devenir père d'une première fille, d'une deuxième et d'une troisième dans peu de temps, et surtout je pense que c'est tous les échanges que je peux avoir avec Clémentine sur ce sujet-là, bien avant d'être papa, qui me font ouvrir les yeux, qui me font évoluer aussi. Et c'est vrai qu'après, j'arrive à un âge où j'ai plus de maturité que quand j'avais 20 ans, où je voyais peut-être les choses différemment. Et c'est là aussi que ça fait que je pense avoir pas mal évolué sur ma masculinité, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est toutes les expériences, mais c'est surtout les échanges. Et encore une fois, je pense que Clémentine a joué un gros rôle par rapport à moi sur ça. Oui, parce qu'on évolue aussi. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote là-dessus où un de mes potes qui est devenu père bien avant moi, d'une petite fille, lui, tu vois, par exemple, il s'est dit tout de suite, mon Dieu, mais quand elle va rencontrer des mecs, comment ça va se passer? Imagine si elle rencontre des mecs. Et je me rappelle lui avoir dit, imagine si elle rencontre un mec comme toi, parce que moi, je l'ai connu quand il était plus jeune, tu vois. Et je sais très bien comment il a été avec les filles, je sais très bien comment moi j'étais avec les filles, comment on en a parlé. Et est-ce que ça met pas une claque quand même de se rendre compte aussi de comment est-ce qu'on a été nous-mêmes avec les filles et comment on en a parlé avec nos potes? Bien sûr. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être toxique, tu vois, aussi Non, complètement. Là, je suis d'accord avec toi. Et même si... Voilà, moi, je pense que j'avais pas forcément un manque de respect vis-à-vis des filles. J'ai entendu des choses autour de moi ou des choses qu'on m'a dites et j'ai pas forcément réagi. Et dans ce cas-là, c'est comme si tu cautionnes un peu ça aussi. Complètement. Donc oui, c'est clair qu'avec le recul, je me dis, bon, il y a des choses que j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû agir différemment, j'aurais dû réagir différemment aussi. Et je l'ai pas fait. Donc oui, ça fait évoluer, ça c'est clair et net. Après, sur la projection de me dire, un jour, ma fille rencontrera un garçon ou une fille libre à elle, évidemment, par rapport à son évolution. Mais j'ai du mal encore à me dire, peut-être qu'elle tombera sur quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, et comment moi je pourrais agir par rapport à ça. Donc tout ce que je lui souhaite, évidemment, c'est de pouvoir être heureuse. Mais voilà, je pense que toute l'éducation qu'on va lui donner sur les années à venir, elle va être importante aussi déjà pour ne pas se laisser faire si elle tombe sur quelqu'un qui correspond pas, ou peut-être de faire évoluer cette personne-là, comme ça peut être le cas pour moi. Est-ce que Clément Marienval, ancien sportif de haut niveau, si sa fille lui demande de se déguiser en princesse avec elle, il le fait? Oui. On a des photos pour prouver ça? J'ai pas de photos encore, mais je me laisse faire des tatouages, les ongles, etc. Donc non, j'ai aucun souci par rapport à ça, au contraire. Ouais, je te remercie de le dire en tout cas. Ouais. Je te remercie de le dire parce que c'est important de comprendre que faut être très à l'aise avec ces codes-là et qu'on peut les casser, on peut en faire ce qu'on veut. L'important c'est l'amour pour nos enfants et que tout le monde soit heureux. Non, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Et justement, par rapport à tes enfants, tu parlais de tes émotions au tout début de l'épisode. Comment tu parles de tes émotions à tes enfants? Je pense que la plupart des émotions que je peux transmettre, notamment à la grande pour l'instant, où il y a beaucoup plus d'échanges comparé à la petite, je pense que c'est surtout quand elle est capable de mettre en colère. Parce que j'ai l'impression que des fois elle est capable d'appuyer sur un bouton pour me faire vriller, et elle est très forte par rapport à ça, et que du coup oui, elle peut me mettre en colère, et des fois je réagis pas bien par rapport à elle et je m'en veux derrière, mais et j'essaie de lui expliquer, de dire voilà, là en faisant ça tu m'as mis un peu en colère, même si j'y arrive pas toujours.
Bon, après, ouais, sur les autres émotions, ça peut être... alors si, sur la joie, on va dire aussi, quand elle fait quelque chose de super, je suis capable de lui dire, de lui expliquer pourquoi, et de lui dire pourquoi elle me rend... Enfin, je suis fier à ce moment-là. Donc, j'arrive plutôt à le montrer. Après, bon, sur beaucoup de sentiments autres, que ça peut être la tristesse, des choses comme ça, je le montre pas vraiment parce que bon, là, c'est ma propre personnalité qui est comme ça. Peut-être que ça viendra avec le temps aussi, mais ça, pour l'instant, sur mes émotions, j'arrive plutôt à leur transmettre et leur expliquer pourquoi je ressens quelque chose. Donc de la joie et de la colère pour le coup, principalement. Elle sera plutôt joie et colère pour l'instant. Ouais. Et tu penses que ça serait accessible pour toi si demain tu étais vraiment très triste, je te le souhaite pas, hein, mais de te montrer vulnérable devant tes filles? Oui, je pense que ce sera pas du tout un souci. Ouais. Mm. Parce que c'est une grosse étape. Hein, quand même. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est pas que j'ai un problème de montrer à une personne en particulier ou pas. C'est juste que voilà, je me suis construit comme ça et c'est rare que je me montre, on va dire, vulnérable. Mais si ça doit arriver, j'aurai aucun problème à leur montrer, à expliquer pourquoi. Ça, c'est sûr. Bravo. Qu'est-ce que la paternité a changé dans votre organisation à la maison? C'est quoi ton point de vue à toi sur la charge mentale? Si tu devais la définir, toi, c'est quoi la charge mentale? Ouais, bah, la charge mentale, c'est un petit peu toute l'organisation qu'il y a à faire à la maison. Donc, il y en avait potentiellement déjà avant d'avoir des enfants. Ça a énormément évolué depuis qu'on a nos 2 filles. Donc, déjà, depuis la première et aussi depuis la deuxième. On en parlait avant de commencer l'épisode ensemble avec Clémentine, mais moi, je me rends énormément compte, et j'ai pas de problème à le dire, qu'au niveau de la charge mentale, je sais que Clémentine, c'est compliqué pour elle parce qu'elle gère beaucoup de choses, notamment en lien avec nos enfants. Et après, je pense aussi, je le répète souvent, on discute souvent ensemble, et j'en ai déjà parlé dans son podcast aussi, je suis convaincu que c'est lié un petit peu à ma profession, malheureusement, parce qu'il y a des horaires des fois de travail où c'est assez intense pour moi, entre 17h et 20h, et sauf que 17h-20h, c'est l'heure où retour de l'école ou de la crèche, le repas, les jeux, le bain, le coucher, et donc c'est vrai que c'est pas forcément hyper simple, donc j'essaye de beaucoup évoluer par rapport à ça, mais je laisse beaucoup le côté organisationnel à Clémentine là-dessus. Mais sur d'autres points aussi, parce que au-delà des enfants, moi je suis plutôt quelqu'un qui a du mal à me projeter sur du court ou du long terme, notamment pour des vacances. Alors Clémentine est très forte là-dessus et elle comprend pas que ça soit pas mon cas, et ça peut être des prises de tête de temps en temps. Mais depuis que je suis devenu père, en tout cas, je pense que j'évolue beaucoup, que ça prend du temps et peut-être trop de temps des fois, mais je suis hyper à l'écoute d'essayer de m'adapter, d'évoluer, de progresser dans l'intérêt de notre famille, de notre couple surtout, déjà parce que c'est la base, mais aussi de nos enfants parce que s'occuper de nos filles quand elles sont à la maison et d'être présent et de ne pas être uniquement un papa qui travaille tout le temps ou qu'elles font remarquer que leur papa travaille tout le temps, je trouve que c'est important. T'as pris tes congés paternité ? Non, parce que je suis pas salarié, donc je pouvais pas le prendre. Après, j'ai la chance de pouvoir m'adapter un petit peu à mon train de vie professionnel, on va dire, de m'organiser un peu comme je veux. Donc pour la naissance de notre troisième fille, on a dealé avec Clémentine que je partirais pas pendant 1 mois. Donc je travaillerai que par téléphone, mais sur des plages horaires définies, mais qu'il n'y aurait pas de déplacement pendant 1 mois. De toute façon, les indépendants, maintenant, ils y ont droit. Oui, potentiellement, ouais, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que c'est paradoxal comme fonctionnement que je peux avoir, ou même ce qu'on avait dealé aussi avec Clémentine sur la naissance de Jasmine, notre deuxième fille, de rester 1 mois à la maison. J'ai pas réussi à le tenir au bout de 2 semaines et demie, je crois. Donc voilà, c'est frustrant plus pour elle que pour moi. Mais avec le recul, je me dis que ouais, ça arrive que potentiellement nous 3 fois dans notre vie, donc c'est important de pouvoir passer ce moment-là en famille, de créer les premiers liens qui sont importants, mais c'est pas forcément toujours très simple, ouais, j'avoue. Tu parlais de la charge mentale, alors c'est vrai que tu as cité la charge mentale qu'on appelle domestique. Dans la charge mentale, on a tendance aussi à oublier qu'en fait il y a une charge mentale qui est globale, c'est-à-dire que toi aussi en tant que personne qui travaille à l'extérieur, tu as une charge mentale. Le travail de Clémentine notamment dans le podcast, c'est aussi une charge mentale. Il y a aussi la charge éducative des filles. On pourrait aussi parler de la charge contraceptive dans le couple. Enfin, la charge mentale, il y en a plein. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de se projeter donc, sur l'ensemble de ces charges mentales. Aujourd'hui, pour toi, si je comprends bien, quand tu te projettes comme ça sur l'ensemble du travail, aussi du travail domestique, éducatif, aujourd'hui, t'aimerais en faire plus. Sur la charge mentale éducative, j'avoue que là, je pense que je frôle le 0.
malheureusement, c'est Clémentine qui m'a beaucoup informé, éduqué, ouvert les yeux sur plein de sujets et qui s'avère souvent payant derrière parce que je me rends compte, je la vois faire. Et jamais je me dis ce que tu fais c'est nul ou j'y vois pas d'intérêt. C'est juste que je m'y intéresse pas de base. Et quand je la vois faire, je me dis en fait ça marche ça, donc j'essaie de le reproduire derrière. Mais c'est vrai que j'ai pas cette curiosité d'aller essayer de m'informer, ce qui peut potentiellement beaucoup la frustrer de temps en temps et elle me le reproche. Mais après je sais pas si c'est un caractère de nature ou de moins être curieux ou de moins se renseigner, mais c'est hyper important en tout cas parce que je vois tous les bénéfices que ça peut procurer à nos enfants. Quand on parle de travail, est-ce que, en toute transparence, est-ce que tu t'es déjà dit que quand même, toi tu partais bosser et qu'elle est restée à la maison, quoi? Non, je me suis jamais dit ça parce que justement pour moi le travail le plus difficile, et même si j'aime immensément former mes enfants, c'est de s'occuper des enfants, je trouve, au quotidien. Parce que les fois où elle a pu partir travailler en déplacement sur 2-3 jours ou faire des stages une semaine et que moi j'avais à gérer justement 2 enfants, là je me rends compte que c'est piquant et que 24 heures sur 24 c'est hyper dur. Donc non, à aucun moment je me dis moi je pars bosser, j'y vais pas que par plaisir, c'est important aussi, c'est une obligation. Non, le vrai travail pour moi c'est ce qui se passe à la maison. C'est un travail qui devrait être valorisé selon toi? Complètement. Est-ce que tu sais combien, je citais un chiffre qui est dans mon livre, est-ce que tu sais à combien serait valorisé le travail domestique effectué en très grande partie par les femmes et par les mères, si c'était le cas? Est-ce que tu sais quelle part il représenterait? Non, j'en ai aucune idée. Il représenterait 1/3 du PIB du pays. Ouais. C'est énorme. C'est monstrueux, mais après, je suis pas choqué par ça. Aussi, je trouve compliqué, et c'est des discussions qu'on a encore ces derniers jours avec Clémentine, c'est de dire, une femme, à partir du moment aussi elle est en congé maternité, potentiellement, elle va peut-être moins gagner d'argent, en fonction de son statut salarié ou non salarié, mais derrière, peut-être ça sera plus compliqué pour retrouver un boulot, pour revenir dans les bonnes conditions, pour regagner de l'argent. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui sont hyper compliquées pour elle, malheureusement. Et ça doit changer, c'est clair et net, parce que ça doit pas être une contrainte que de fabriquer la vie et de faire naître des enfants. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Hein. Donc là, toi, par rapport à ce que tu me racontes, par rapport aux prises de conscience que tu peux avoir sur la charge mentale, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que toi, tu t'es dit, il faut vraiment que je mette des choses en place pour prendre plus ma part sur ce qui se passe à la maison? Ouais, j'essaye beaucoup, donc comme je te disais tout à l'heure, notamment sur les fins de journée où moi je peux avoir un emploi du temps qui est assez rythmé et chronophage. J'essaye de me dire, mon téléphone je le pose et je reprendrai qu'une fois que les petites seront couchées. Malheureusement, j'y arrive pas à chaque fois parce que des fois il y a des urgences aussi à traiter et là c'est mon défaut de pas être suffisamment dans la communication avec Clémentine pour dire là je suis désolé, j'ai besoin d'une heure pour gérer mes trucs, mais après promis je suis là, t'inquiète pas. Souvent je vais prendre l'appel sans l'expliquer et ça peut créer des tensions derrière. Je comprends. Ouais. Donc là c'est évidemment ma faute, ça c'est clair et net. Mais oui, ce qui est sûr c'est que notamment au niveau de l'organisation du soir, j'essaie d'être quand même plus présent pour elle, pour nos enfants et pour moi aussi, parce que je me rends compte que c'est du temps qui est précieux. Quand tu vois ce que tu arrives à fournir aujourd'hui et ce que tu aimerais fournir, ou en tout cas ce qu'il faudrait fournir pour que ce soit plus un sujet chez vous, est-ce que des fois tu te dis que de toute façon t'en feras jamais assez, quoi? Vas-y, en toute transparence. Ouais, alors je me dis pas que j'en ferai jamais assez parce que Clémentine n'est pas contente. C'est pas ça. Moi je me dis qu'aujourd'hui c'est sûr que j'en fais pas assez par rapport à ce que je devrais faire, par rapport à ce que je voudrais faire. Je sais pas si un jour j'arriverai à tendre vers ce que j'ai vraiment envie de faire, mais dans l'idéal, oui, c'est sûr que je pense que je suis même pas à 50% de ce que je devrais faire. Ah, t'as de la marge alors. Ouais, je pense que j'ai une énorme marge, ça c'est clair et net. J'espère que je pourrai améliorer ça. Je peux pas le promettre parce que c'est compliqué, mais en tout cas je suis conscient de ça, j'ai encore une grosse marge là-dessus, que ça prend du temps, que ça va certainement pas assez vite, mais je dois faire beaucoup plus. Ok, c'est une belle prise de conscience bien en sûr, tout cas. Je veux dire en toute transparence et honnêteté, parce que je le pense vraiment et que ce sera bénéfique aussi pour moi en tant que père, parce que
Voilà, c'est vrai que je pense que dans les premières années, les enfants sont souvent peut-être un peu plus proches des mamans parce que les ont portées, parce que peut-être elles ont allaité et qu'elles ont passé peut-être un peu plus de temps. Mais c'est aussi frustrant, je pense, pour un papa de ressentir que l'enfant se rapproche peut-être plus de la mère que du père. Et voilà, moi, je me suis jamais dit je vais faire des enfants pour pas m'en occuper. Oui, tout à fait. Après, sur les premières années, sur les premiers mois, moi, à titre personnel, tu vois, j'ai pris un congé parental Enfin, j'étais là les 3 premiers mois pour la naissance de ma fille. Et pour avoir interviewé des pères qui ont fait le choix du congé parental et tout, il y a des choses qui sont biologiquement qui dépendent de la mère, mais franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut créer, même sans allaiter nous-mêmes. Voilà. Donc, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette place, justement, tu vois, on en parle souvent, tu évoques le sujet de l'allaitement. L'allaitement, tu vois, quand il est soutenu, c'est apporter le verre d'eau, c'est préparer la bouffe, c'est ranger la maison, parce que l'allaitement, c'est aussi une dépense d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Puis en plus, tu vas bientôt y retourner, là, dans l'arrivée du 3e enfant. Ouais. On a un peu évoqué donc ce sujet de la vie future de tes filles. Donc tu m'as expliqué, toi tu te projettes pas, mais tu as quand même conscience que le monde là tel qu'il est pour des filles aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Toi, est-ce que dans ton quotidien, pour le coup, tu vois, un peu hors famille, dans le milieu professionnel, dans tes relations avec tes amis, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué chez toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'acceptes plus, des discours qui ont évolué sur le sujet, justement, un petit peu lié au sexisme, au respect de la femme? Ouais, complètement. Je pense que les discussions que je peux avoir, ça va dans mon cercle proche, famille et amis que je peux voir régulièrement, qui sont maintenant aussi potentiellement parents d'enfants en bas âge, un peu comme nous. Il y a beaucoup je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience et plus de contenu à dire et à faire partager. Et quand j'entends quelque chose que je trouve, alors je vais pas dire aberrant parce que j'ai pu le penser auparavant et j'ai évolué entre-temps, en tout cas j'essaie de le faire remarquer, j'essaie de faire ouvrir les yeux, notamment avec des amis très proches. Et je me rends compte que ces gens-là aussi, qui pouvaient peut-être être un peu plus fermés que moi, évoluent par rapport à ce qu'on peut dire et à ce que Clémentine ou moi. Et ça, c'est plaisant de dire que voilà, les gens sont à l'écoute, il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Et donc ouais, je me rends compte quand même que ça change et que moi aussi, je peux faire passer un message qui permet de faire évoluer. Tu penses que c'est une étape nécessaire, là, tu vois, de mec à mec? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une étape nécessaire qu'à un moment, les mecs, justement, se positionnent sur ces sujets, justement parce qu'on sait ce que pense le mec qui dit un truc pas correct, horrible, ou voir s'il faut, on sait ce qu'il pense à l'instant où il le dit, quoi. Tu vois, on sait dans quel contexte intellectuel il le dit. Ouais, moi je pense que c'est hyper important aujourd'hui de pas laisser passer, encore une fois, parce que mais ça vaut, je pense, pour une petite fille, pour un petit garçon, etc. Mais aujourd'hui, c'est notre rôle. Parce que justement, en faisant bouger les choses, même si ce n'est un tout petit peu, ça permettra que les générations futures aussi voient les choses différemment et agissent différemment. Ok. Bon, il y a encore beaucoup de travail, malheureusement, mais un gros chantier. Oui. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais même, j'ai envie de dire, en allant plus loin par rapport aux générations précédentes, que ce soit nos parents, nos grands-parents, je vois, eux, ils sont restés dans un modèle d'éducation qui était différent de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a moins de connaissances, il y a moins d'études qui ont été faites. Et moi, je vois par rapport à mes parents, ils évoluent énormément par rapport à ce qu'on leur explique, ce qu'on leur montre, et ils se rendent compte. Mais peut-être que c'est moins naturel et que des fois, il y a des choses qui prennent encore plus de temps que pour nous, malheureusement, parce que il faut déconstruire beaucoup de choses. Et tout le monde non plus n'a pas l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir l'accepter et le comprendre aussi, je pense. Moi, je me demande aussi, si tu veux, si parfois, tu vois, on parle de nos parents, là, en tout cas de la génération de nos parents, notamment les hommes, aussi, on va parler des mecs, je me demande si des fois aussi, c'est pas, je vais pas dire trop compliqué, mais en tout cas bien plus compliqué de se rendre compte que toute une vie est passée et qu'on est passé à côté de ça pendant toute sa vie, quoi. Qu'on a potentiellement fait du mal toute sa vie, tu vois. Ouais. Je pense que mentalement, tu vois, il y a aussi quelque chose qui joue, quoi. Ouais, ça doit être compliqué de se rendre compte de ce qui s'est passé, mais ouais, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Après, bon, je pense que c'est propre à chacun aussi, hein. Il y en a certains, je pense, qui sont grands-parents aujourd'hui, qui arrivent à comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui par rapport à l'éducation et sur comment agir avec des enfants, une petite fille, un petit garçon, pour le bien de tout le monde. Donc, bon, c'est propre à chacun, mais je suis d'accord avec toi que peut-être certains se rendent compte qu'ils ont fait beaucoup de mal et que du coup, ça peut bloquer aussi certaines choses. T'as beaucoup cité Clémentine là pendant l'interview. Ouais, c'est vrai. Bon, Clémentine Sarlat, c'est une femme qui est engagée contre le sexisme, contre la violence faite aux femmes aussi, et sur plein de sujets aussi d'éducation non violente. Et comment est-ce qu'elle t'aide sur le sujet ? Parce que tu me dis, elle m'apporte beaucoup. Il y a quoi derrière ? Elle m'apporte beaucoup. C'est quoi ? C'est des discussions ? C'est des engueulades ? Est-ce qu'elle t'attrape des fois par le col en disant non, ça va pas ? Est-ce que c'est des encouragements ? C'est comment ça se passe ? C'est beaucoup de choses en fait. Il y a eu beaucoup d'engueulades, ça c'est clair et net. Bon, après, j'ai envie de dire, avant qu'on ait des enfants, c'était déjà le cas, mais même sur les sujets d'éducation, depuis aussi, il y a toujours des engueulades. Mais c'est ce que j'ai osé dire le jour de notre mariage dans le discours, c'est que on n'est pas toujours d'accord, on s'est souvent engueulé, mais avec le recul, je me rends compte qu'elle a souvent raison sur ce qu'elle me dit. Après, bon, souvent on a des problèmes de communication entre nous, donc c'est pour ça que le message passe pas de suite, malheureusement. Mais moi, souvent, je prends du recul. Alors des fois, ça prend du temps, plusieurs heures, des fois plusieurs jours. Mais quand je réfléchis par rapport à l'échange qu'on a eu ou l'engueulade qu'on a pu avoir sur ce qu'elle m'a dit, la plupart du temps, je me rends compte qu'elle a raison et que c'est moi qui fais mal les choses ou qui m'intéresse pas à certaines choses ou qui a pas compris certaines choses. Donc ouais, c'est beaucoup d'échanges, des fois un peu virulents, hein, mais parce qu'on se dit les choses. Et donc oui, son rôle est hyper important pour moi, en tout cas en tant qu'homme déjà, avant tout, avant d'être papa. C'est souvent elle qui initie toutes ces conversations, qui me fait grandir, et j'ai aucun problème à le dire, et c'est ça que j'ai de la chance, même si c'est pas toujours simple quand on se prend la tête et que sur le moment je suis pas forcément hyper positif ou je vais pas être capable de dire ça, mais avec le recul, je sais qu'elle me fait grandir. Ok. Voilà. T'as anticipé ma question suivante. J'allais vous demander si justement ces échanges sur le sexisme, ça pouvait aussi être des sources de discorde. Et donc, en effet, oui, ça peut être des points de tension, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. C'est clair et net, hein. Il y a beaucoup de sujets, des fois, où elle me fait remarquer quelque chose et je comprends, enfin, j'accepte de suite ce qu'elle me dit, parce qu'aussi, peut-être, il y a une manière de communiquer qui est plus facile et plus adéquate pour moi. Mais ouais, des fois, c'est source de conflits et où on n'est pas d'accord, où je vais me fermer, je vais pas forcément avoir envie de discuter avec elle, mais parce que j'ai besoin d'assimiler un petit peu et de prendre le temps d'y réfléchir. Mais encore une fois, au final, je pense que ces remarques et ces réflexions, elles sont souvent pertinentes. C'est peut-être aussi parce que après une journée enceinte avec les deux petites, la communication est sûrement moins adaptée. Ouais, certainement. Et moins facile à sortir. Exactement. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on communique pas toujours de la bonne manière, entre la fatigue aussi, le sommeil qui peut manquer, une journée un peu compliquée, les enfants à gérer. Après, ça va dans les deux sens aussi, hein, mais bon, des fois, c'est notre façon aussi de communiquer, peut-être. Aussi, bien sûr. Mais ça arrive aussi dans les couples de se stimuler comme ça. Exactement. Et moi, je trouve ça beau de l'accepter aussi, tu vois. Ouais, c'est complètement ça. C'est de dire, c'est quelque chose qui va donner du positif à la sortie. Donc, il faut juste être capable de prendre de la hauteur et de se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que si elle me dit ça, est-ce que c'est elle qui a raison ? Est-ce que moi, je pense qu'au final, j'ai raison, donc je peux lui expliquer différemment aussi. Mais voilà, force est de constater que tout ce qui s'est passé depuis qu'on est ensemble, grâce à elle, je sais que j'ai énormément progressé dans le bon sens. Alors, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais voilà, c'est important pour moi de l'avoir à mes côtés. Puis vous pouvez avoir aussi tous les deux raison, hein, des fois. Aussi, ça arrive, ouais. Quand même. Exactement, ça peut arriver. Non, mais parler, hein. Ouais, c'est pas faux. Des fois, c'est juste des points de vue. Donc, complètement. Après, c'est important aussi de s'en rendre compte. Chacun doit essayer de se mettre dans la position de l'autre et c'est pas toujours très simple. Moi, je sais que j'ai du mal, en tout cas, à me mettre dans sa position, notamment ce qu'elle me reproche un petit peu ces derniers mois, on va dire. Elle me dit souvent, mais j'ai l'impression que tu oublies que je suis enceinte. Et au final, c'est vrai, c'est que des fois, je me rends pas compte, malheureusement, qu'elle est enceinte et les contraintes qu'elle peut avoir, les contractions, les douleurs, les nausées au début du premier trimestre.
bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Pour moi, j'ai l'impression peut-être que c'est normal et j'y pense pas. Et ça peut être hyper frustrant pour elle. Ouais. Et puis, faut bien dire aussi quelque chose, c'est que ni toi ni moi, on sait ce que c'est d'être enceinte. Alors, complètement. Donc, c'est compliqué Il aussi. n'y a pas de débat là-dessus, on ne pourra jamais savoir. C'est vrai que des fois, c'est compliqué de se dire juste, ok, je dois juste écouter, quoi. J'ai pas d'avis à avoir, en fait. Non. Et c'est vrai que pour un mec, je trouve, tu vois, alors que depuis tout petit, on est habitué à ce qu'on écoute nos avis, à ce qu'on soit important, quand même. Tu vois, l'ego masculin est quand même très nourri par la société. Ça peut faire bizarre de se dire, là, je dois juste me taire, écouter et faire. Ouais. Mais c'est ça, ça peut donner l'impression que fatalement pour moi que des fois elle se plaint au final, alors que moi je suis pas plutôt quelqu'un de taiseux, ou même quand j'ai mal quelque part ou quoi, j'essaie de pas le dire, donc on est très différents par rapport à ça, mais au final je peux pas ressentir ce qu'elle vit, je saurais jamais, et c'est ça, c'est juste être présent, écouter, accepter et pas aller plus loin, pas batailler. En parlant de ressentis différents, il y a quelque chose qui s'appelle le mom shaming. Je sais pas si tu connais cette expression. C'est un anglicisme qui est ce qu'on appelle la culpabilisation des mères. Et donc c'est un anglicisme qui parle du fait que les mères, quoi qu'elles fassent, tu vois, qu'elles allaitent pas, qu'elles reprennent le travail, qu'elles restent en congé parental ou quoi qu'elles fassent, elles sont jugées pour leur choix. Ça, c'est quelque chose que tu perçois des fois, toi ? Personnellement, non, parce que moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je veux dire, même sur les personnes, les femmes dans notre entourage qui deviennent mamans, qu'elles prennent, qu'elles allaitent pas. Pour moi, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. C'est chacun fait comme il l'entend. Après, je peux comprendre le concept, mais là-dessus, je trouve que ça me concerne pas vraiment, quoi, parce que j'ai pas vraiment de jugement. Et à l'inverse, il y a justement un concept pour les pères qui s'appelle le dad blessing. C'est le fait que, quoi qu'on fasse, comme on est père, quoi qu'on fasse, en fait, ça va être génial. Qu'on trimballe le petit dans la poussette, ça va être top parce qu'on s'en occupe. Quand on le porte en écharpe, ça va être top parce qu'on s'en occupe. Dès qu'on fait un truc, c'est génial. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu, ça, qu'on te dise quand même, c'est bien, tu changes des couches, c'est bien, tu portes ta fille, c'est bien, tu t'en occupes, quoi. Vas-y, t'en retiens pas. Hein. Ouais, non, franchement, est-ce qu'on m'a fait remarquer ça, c'est trop bien. Moi, j'ai pas trop l'impression, parce que des relations que je peux avoir avec des gens proches ou des potes qui sont devenus pères ou qui n'étaient pas encore pères, c'était plutôt de me dire, c'est pas trop galère, les nuits, on va changer les couches, moi j'en sors depuis un mois, c'est vraiment chiant. Non, franchement, j'ai pas eu trop l'impression qu'on me vantait un petit peu le fait d'être père. J'ai pas eu ce ressenti-là, quoi. Après, pour moi, ça a des bons côtés, et il y a aussi malheureusement des mauvais côtés, hein. Mais franchement, il y a quand même plus de bons côtés, je trouve. Et t'as déjà vu les mères tenir ce même discours ? Dire les couches là, c'est compliqué. Ou est-ce que chez elles, justement, ça fait partie du packaging, quoi ? Ouais, bon. Après, avec Clémentine, je sais que souvent on se joue à Shifumi pour la couche du matin à changer. Donc, je suis plutôt souvent celui qui gagne, donc ça va. Sauf que là, sur la carte je suis enceinte, donc c'est toi qui vas le faire. Joker. Donc exactement, donc j'accepte. Mais non, franchement, les couches, c'est pas hyper rigolo, c'est clair. Après, on sait que c'est un passage qui dure pas hyper longtemps dans une vie, donc. Où c'était le plus galère, c'était il y a 3-4 semaines, où quand t'as l'épisode de gastro, où là c'est vraiment pas rigolo, mais non, là-dessus je pense qu'on est assez égalitaire. D'accord. J'ai une dernière question pour toi. Avec tout ce que tu sais là, tout ce que tu as vécu, toutes les discussions que tu as eues avec Clémentine, tout ce que tu as pu écouter après notre échange, si tu pouvais aller trouver le Clément en 2017, on va dire, un peu avant de devenir papa, c'est ça ? Première née en 2017. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi en 2017 ? Si moi j'étais Clément là en 2017. Moi, ce que j'aimerais me dire, c'est que donc là je parle que par rapport à ma personnalité. Que pour toi. Toi, vraiment de toi à toi. Ouais. Quoi. Moi, je me dis que c'est important de trouver le bon équilibre. Vraiment entre la vie de famille, la vie professionnelle, parce que je sais que moi c'est ce où j'ai le plus de mal à gérer, que des fois je sais pas où mettre le curseur des priorités, et que ça peut être frustrant pour Clémentine d'abord, pour les enfants aussi, mais qui l'expriment moins aujourd'hui, et au final ce sera frustrant pour moi parce que le temps passe vite aussi, et que j'ai pas envie de rater des choses importantes, ou d'être le papa qui est pas suffisamment présent.
Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à optimiser aujourd'hui. Mais voilà, si je pouvais revenir en arrière, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des priorités, essayer de trouver le meilleur équilibre possible, parce que c'est ça qui va être important pour toi, pour être bien au quotidien, pour être bien dans ta relation de couple, pour être bien dans ta relation familiale, et pour avoir ton bonheur personnel. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider à trouver cet équilibre? Ouais, ça c'est sûr. Ouais, la dernière question est toujours compliquée. Ouais, franchement, si j'avais la réponse, parce que c'est déjà quelque chose dont je suis conscient, donc forcément, j'ai pas encore la réponse par rapport à ça, mais c'est essayer d'être à l'écoute, en tout cas, de pas être égoïste et égocentré, parce que je pense que j'ai été construit comme ça, et c'est une réalité, et encore une fois, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec Clémentine, qui m'a fait remarquer, ouvrir les yeux, de dire... en tant qu'ancien sportif, pendant des années, on est concentré sur soi-même, et les gens s'occupent un petit peu de nous pour qu'on soit dans les conditions optimales pour être performant. Mais voilà, une fois que ça c'est fini, qu'on rentre dans la vraie vie et qu'on devient aussi père, on peut plus rester le point central et penser qu'à nous. Donc c'est s'ouvrir par rapport aux autres, être plus à l'écoute et être capable de prendre du temps. Voilà. Et voilà, c'est pour moi les solutions, potentiellement c'est mon ordinateur ou mon téléphone qui me prennent beaucoup de temps pour mon travail, c'est être capable de le poser, de pas s'en servir, être capable de faire passer des messages aussi en disant voilà, sur cette période-là, je vais pas être dispo parce que je vais avoir un troisième enfant, donc les gens ils peuvent le comprendre. Ceux qui le comprennent pas, tant pis pour eux, c'est que malheureusement ils n'ont pas saisi l'importance aussi de cet événement-là, et peut-être qu'ils se rendront compte plus tard parce que soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils en ont mais qu'ils le voient pas de cette manière-là. Mais voilà, les solutions pour moi, elles sont là. Après, c'est pas parce que j'ai trouvé certaines solutions que je les mets en place. J'essaie de le faire le plus possible. Mais voilà, il y a des moments où on est un peu rattrapé aussi par certains enjeux et par la routine du quotidien. Et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de dire là, je te mets un stop parce que tu repars dans tes travers, donc attention. Ok. Merci beaucoup, Clément. Avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.